C'était bien le canal de mon enfance, avec ses aubépines, ses clématites, ses églantiers chargés de fleurs blanches, ses ronciers qui cachaient leurs griffes sur leurs grosses murs grenus. Tout le long du sentier herbeux, l'eau coulait sans bruit, éternelle, et les sauterelles d'autrefois, comme des éclaboussures, jaillissaient en rond sous mes pas. Je refis lentement le chemin des vacances, et de chères ombres marchaient près de moi. C'est quand je le vis à travers la haie, au-dessus des platanes lointains, que je reconnus l'affreux château, celui de la peur de ma mère. J'espérais pendant 2 secondes que j'allais rencontrer le garde et le chien. Mes 30 années avaient dévoré ma vengeance, car les méchants meurent aussi. Je suivis la berge, c'était toujours une passoire, mais le petit Paul n'était plus là pour en rire avec ses belles dents de lait. Une voix au loin m'appela, je me cachai derrière la haie, et j'avançai sans bruit, lentement comme autrefois. Je vis enfin le mur d'enceinte par-delà les tessons de la crête, le mois de juin dansait sur les collines bleues, mais au pied du mur, tout près du canal, il y avait l'horrible porte noire, celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances, la porte du père humilié. Dans un élan de rage aveugle, je pris à 2 mains une très grosse pierre, et la levant d'abord au ciel, je la lançai vers les planches pourries qui s'effondrèrent sur le passé. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré. Mais dans les bras d'un églantier, sous des grappes de roses blanches, et de l'autre côté du temple, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du colonel. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils. Donc voilà, il me tenait à cœur de vous présenter ces archives afin que vous vous rendiez compte, si tel n'était pas déjà le cas, de l'absurdité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le château de la Busine, qui d'après Benoît Payan n'a jamais été le château de ma mère. Et soyons clairs, nous ne sommes pas ici pour refaire l'histoire du château. Non, je vous ai convié afin de vous faire part de mes réflexions et mes décisions concernant la déplorable séquence que l'on pourrait appeler le Busine Gate. Commençons par le passage en régie directe de la gestion du château, décision prise dans la précipitation par un Benoît Payan acculé dans les cordes, tant la procédure d'appel d'offres à DSP présentait d'irrégularités et tant le dossier de la CCO contenait d'invraisemblances. Le passage en régie directe lui permettait d'éviter une audience au tribunal administratif qui aurait dévoilé au grand jour la totale illégalité dans laquelle s'est déroulée cette procédure de DSP. Merci. Illégalité qui m'étonne d'ailleurs, M. Payan, connaissant toutes les subtilités des DSP, il a été à bonne école, me semble-t-il. L'été portant conseil, j'ai décidé de ne pas remettre en cause le passage en régie, car le risque de discontinuité du service public serait trop grand et le personnel du château pourrait être licencié. J'ai trop de respect pour chacun des membres de l'équipe et ne souhaite en aucun cas les angoisser à ce sujet, plus qu'ils ne le sont déjà par la situation actuelle. En revanche, je suis navré pour tous les Marseillais, car l'intégralité du budget de fonctionnement du château, soit environ 1 500 000 € annuels, sera dorénavant à leur charge, en lieu et place des 435 000 € de dotation de la DSP de l'association du château de la Busine. Une charge environ 3 fois plus importante pour la collectivité pour un résultat très incertain vu la rigidité opérationnelle d'une régie directe. Je vous renvoie d'ailleurs au rapport de la Cour des comptes concernant la gestion de l'Opéra de Marseille et du Théâtre de l'Odéon. Aucun besoin d'en dire plus ici. Passez la parole à mes conseils qui vous éclaireront sur les décisions prises. Je tiens à préciser une chose. Vu les attaques de M. Payan et de certains de ses adjoints à l'encontre de l'œuvre de Marcel Pagnol, à l'encontre de la famille Pagnol et à mon encontre, vous comprendrez que l'œuvre de mon grand-père n'a plus lieu d'être présentée à la Busine et que les ayants droit Pagnol ont décidé de couper toute collaboration avec la mairie actuelle. Entre menaces, diffamations, injures, M. Benoît Payan a pensé que l'honneur de la famille Pagnol était un paillasson sur lequel il pouvait s'essuyer les talonnettes. Il a pris notre discrétion pour de l'absence et ma bonhomie pour de la faiblesse. Je crains fort qu'il ne se soit trompé. Vous aurez compris que je suis très affecté d'être privé de la commémoration des 50 ans de la disparition de mon grand-père à la Busine. L'année 2024 aurait dû être une grande fête au château de ma mère. Il n'en sera rien. Merci Benoît Payan. Je ne sais pas si sa carrière politique sera longue, mais je sais que l'œuvre de mon grand-père est immortelle et que le château de la Busine restera le château de ma mère pour tous les Français. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un au revoir. Les politiques passent, mais Pagnol, lui, restera. Soyons clairs, et je le répète encore une fois, ma bataille n'est pas politique. Ma bataille, elle est pour la justice. Ma bataille, elle est pour qu'on respecte mes droits
les droits de l'association du château de la Busine et la mémoire de mon grand-père. Avant cette affaire, je ne connaissais aucun politique. J'avais peut-être serré la main une fois ou deux à Martine Vassal, à M. Muselier, comme ça, mais je ne les connaissais pas. Et ce sont les agissements de M. Payan qui ont fait que tous ces gens sont venus en soutien. Nous voulons évidemment comprendre ce qui s'est passé entre le moment où la ville de Marseille décide de relancer une procédure de passation de délégation de service public. Elle décide de choisir l'un des deux candidats présélectionnés, donc l'association de la Busine et le centre de culture ouvrière. Et puis, quand on commence à s'intéresser aux motifs ayant conduit au choix du centre de culture ouvrière, qu'on met en évidence dans la presse un certain nombre d'irrégularités évidentes de cette procédure, et bien finalement, on nous explique que c'est parce qu'une publicité européenne n'aurait pas été réalisée. Alors je ne sais pas s'il y a une association européenne dans un autre pays européen qui s'est plaint de ne pas pouvoir répondre à la DSP de la Busine. Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, nous allons demander à la ville de Marseille la communication de l'ensemble des documents afférents à cette procédure, le rapport d'analyse des offres, donc celui qu'ils ont joint à la délibération, mais surtout l'ensemble des pré-rapports qui ont été réalisés, les rapports des assistants à maîtrise d'ouvrage, les échanges de courriers entre les élus, les fonctionnaires, les assistants à maîtrise d'ouvrage, pour comprendre comment on a pu en arriver à avoir une délibération qui raconte exactement l'inverse de ce que raconte l'annexe à cette délibération qui analysait les offres. Et donc comment on en arrive à finalement, à la hâte, déclarer sans suite et reprendre en régie simple, ce qui est une absurdité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le château de la Busine, aujourd'hui, le contribuable sait combien ça coûte. Ça coûte 1,5 million, c'est le budget global, mais ça ne coûte au contribuable que 430 000 euros, je crois, 20 000 euros. Demain, ça sera 1,5 million, mais personne ne le saura, ça sera dans le budget général de la ville. C'est-à-dire que ça sera géré comme les parcs et jardins, personne ne le saura. Les résultats d'exploitation, personne ne le saura. Le coût du personnel, personne ne le saura. Il n'y aura plus aucune autonomie de gestion. Aujourd'hui, le château de la Busine, dans l'esprit de l'administration de la ville de Marseille, ça ne sera ni plus ni moins qu'un jardin de plus. Quelle bonne raison pour mettre à plat une DSP lorsqu'elle est fonctionnelle, j'en étais là, pardon, lorsqu'elle est à l'équilibre financier, ce qui, ce me semble, à Marseille, semble être une particularité qu'on devrait plutôt saluer, je vous vois sourire, mais on voit tous quand on est en train de parler, et surtout un château dont la fréquentation a été multipliée par 5 sous l'empire de la DST qui se termine là, c'est-à-dire sous la présidence de Nicolas Pagnol. Un point, sans vouloir abuser de votre temps et être trop long, le maire Payan a menti. Il a menti sur le coût de l'actuelle DSP mise en regard de celle qui avait été choisie en remplacement, c'est-à-dire celle du CCO. Il avait indiqué, vous l'avez vu, que celle de Nicolas Pagnol, l'actuelle délégation de service public, était 700 000 euros plus chère. À la réalité, il y avait un delta, un écart de 20 000 euros par an. 20 000 x 5, ça fait jamais 700. 20 000 x 6, ça fait jamais 700. Et même 20 000 x 10 ans, mais ce n'est pas la durée des DSP, ça fait toujours pas 700. Premier mensonge. Deuxième mensonge, le maire Payan, et je renvoie, ce que cela intéresserait de le vérifier, à ses trop nombreuses interviews. J'ai l'impression qu'il a du mal à tenir ses nerfs lorsque des comptes lui sont demandés. Vous explique que le château qui est derrière nous n'est pas le château de ma mère,